Métamorphose et révolution du Louvre. Comme un corps en mouvement, comme un destin national, c'est une idée de la France qui se déploie depuis près de 1000 ans en plein cœur de Paris. Le roi Philippe Auguste en avait fait une forteresse pour défendre la capitale. François Ier, un château, symbole de la Renaissance. Henri IV, lui, en réunissant le Louvre et les Tuileries, avait jeté les fondements du grand dessein, un projet politique qui traversera les crises, les guerres et les révolutions. Louis XIV avait abandonné le Louvre pour les fastes de Versailles. Le Louvre s'en était accommodé en devenant le centre de la vie artistique du pays. À l'époque des Lumières, l'idée de transformer ce palais en musée avait fait son chemin. Mais c'est la Révolution française qui va précipiter le destin du Louvre en le transformant en lieu de culture. 10 août 1792, des milliers de sans-culottes attaquent les Tuileries. C'est la tête de Louis XVI qu'ils exigent. Les combats sont sanglants. 1 millier de morts auront raison de la monarchie. Un an après, jour pour jour, le 10 août 1793, le Muséum central des arts de la République est inauguré dans la grande galerie du Louvre. Désormais, les Parisiens peuvent admirer un choix de peinture des collections royales, un plaisir jusque-là réservé à la noblesse. Les visiteurs venaient de toute l'Europe. C'est une découverte. Le palais des rois de France n'avait jamais été ouvert comme cela à autant de monde. On vient voir des chefs-d'œuvre que jusqu'à présent on ne pouvait pas voir, des chefs-d'œuvre de l'art universel. C'était extraordinaire. Il y a eu un premier règlement de visite. Il est intéressant parce que tout de suite, on voit qu'il s'adresse à tout le monde. Parce que vous avez évité que les personnes en état d'ébriété n'aillent abîmer les œuvres, que les enfants soient éloignés de leurs parents, donc il faut surtout les tenir par la main pour éviter qu'ils aillent courir et faire tomber les statues ou rentrer dans un tableau, éviter que les chiens ne rentrent dans le musée, etc. Donc en fait, on voit bien que cette première administration du musée, elle ne sait pas comment va se comporter ce public. Peu à peu, les collections du muséum s'enrichissent avec les œuvres saisies aux aristocrates, aux émigrés et au clergé. L'invasion d'une partie de l'Europe par les armées de la Révolution, puis par Napoléon, grossit encore le butin. Les pays vaincus et même le Vatican sont dévalisés. Le muséum, rebaptisé Musée Napoléon, est vite à l'étroit. L'empereur confie son agrandissement à Vivant de Nom, un de ses barons qui va administrer le musée de 1802 à 1815. Pour lui, comme pour Napoléon, les conquêtes militaires sont aussi artistiques. C'est ce qui a donné naissance à la formule de l'Aquila rapax, donc l'aigle rapace, Denon ou bien les subordonnés de Denon qui suivent les armées napoléoniennes pour venir dans les pays conquis sélectionner les œuvres d'art les plus extraordinaires. Ça veut dire un accroissement absolument exponentiel des collections et en particulier des collections d'antiques. Ça, c'est l'objectif de Denon, créer le musée idéal en quelque sorte. Dominique Vivant-Denon est un personnage du XVIIIe siècle qui a compris ce que le XIXe siècle serait. Il est le premier à avoir compris qu'un musée, c'était quelque chose d'important et que dans un musée, il fallait pouvoir aimer, mais que pour aimer, il fallait comprendre. Et par conséquent, il est celui qui a voulu des présentations chronologiques, qui a compris qu'il y avait des écoles, qui a compris qu'un musée, c'était pas l'accrochage des œuvres selon le goût du prince, mais l'accrochage des œuvres pour un grand public, pour un public qui vient là pour se délecter, mais aussi pour s'instruire. Il avait une vision, si j'ose dire, scientifique de l'histoire de l'art et non pas sentimentale. Napoléon aime tellement son Louvre qu'il a choisi de se marier au Louvre quand il épouse Marie-Louise d'Autriche, l'archiduchesse d'Autriche, la paix enfin avec l'Autriche, en 1810. Il se trouve que c'est une situation assez compliquée puisque Napoléon est divorcé de Joséphine et l'Église catholique n'est pas tout à fait à l'aise avec cette situation. Donc le mariage ne peut pas se tenir à Notre-Dame. Napoléon va donc faire aménager le salon carré en chapelle spécialement pour l'occasion et c'est là que va avoir lieu la cérémonie du mariage. Ça permet une mise en scène grandiose puisque la procession du mariage va partir des Tuileries, traverser les 430 mètres de la galerie. Au milieu des tableaux
donc prélevés dans tous les pays conquis avant d'arriver dans la chapelle. C'est un déroulé d'une histoire générale de la peinture. Il y a les chefs-d'œuvre les plus extraordinaires de la peinture européenne, je sais pas, la Transfiguration de Raphaël, les grands tableaux du Vatican qui sont là, pendus, et qui servent de décor au grand cortège de l'empereur et de la nouvelle impératrice, entourée de toute la cour, déguisée en nouveau souverain de l'Europe. Et surtout les Tuileries sont vraiment l'espace du pouvoir. Et donc, quelques mois après le coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon va aménager les Tuileries avec cette idée que l'Empire doit renouer avec les fastes de la monarchie. Pour lui, il est absolument capital de pouvoir achever le Louvre. L'une des grandes interventions de Napoléon au Louvre, c'est le rééquilibrage de la cour carrée. C'est lui qui va décider que l'aile ouest de la cour carrée va conserver l'allure qu'elle a encore à l'heure actuelle. Et sur les 3 autres côtés de la cour, on démolit tous les aménagements qui avaient été faits dans les parties hautes, que l'on remplace par un 2e étage véritable. Donc Napoléon est le véritable acheveur de la cour carrée. Les Tuileries et le Louvre sont reliés par la Grande Galerie. Il veut faire relier ces 2 palais par une autre galerie au nord. Donc il commande à ses architectes, Percier et Fontaine, un agrandissement du palais, de manière à ne faire qu'un immense palais, dont d'ailleurs l'entrée des Tuileries sera marquée par un petit arc de triomphe, qui est l'arc de triomphe du Carrousel, qui est pratiquement la seule chose qui nous reste du palais des Tuileries actuel. « 18 juillet 1815. La défaite de Waterloo sonne le glas de Napoléon. Le musée du Louvre paie un lourd tribut à la chute de l'empereur. Les vainqueurs de toute l'Europe exigent la restitution immédiate des œuvres pillées par les armées napoléoniennes. Exception à la règle, les noces de Cana, trop volumineuses, resteront au Louvre. Démantelé, le musée est provisoirement fermé. Mais pendant la Restauration, Louis XVIII, qui s'est installé aux Tuileries, rouvre le musée et reconstitue peu à peu les collections d'art grâce à de généreux donateurs. En 1821, le Louvre va acquérir un trésor inestimable, une envoûtante statue découverte sur une île de la mer Égée. Elle deviendra un emblème du musée, une icône mondiale. Moi, j'ai passé des nuits entières, presque seul, avec la Vénus de Milo. Comme on dit qu'on connaît une femme, au sens biblique du terme, voilà, moi je connais la Vénus de Milo. Je sais où elle a des trous, elle a des grains de beauté. Donc, ça crée une relation différente, vous voyez, avec l'œuvre d'art. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on mesure presque l'impact de ces œuvres sur le public. On a du mal à comprendre, parce que quand on est spécialiste de sculpture grecque, bien entendu, on a les clés d'interprétation de ces œuvres. On sait les expliquer, mais finalement, on ne sait pas expliquer pourquoi elles plaisent. Cette histoire particulière entre ces œuvres-là et le public, elle reste un peu mystérieuse.
1826. L'heure est venue pour un homme qui va marquer l'archéologie à jamais. Un jeune savant du nom de Champollion. Auréolé de sa récente gloire de premier déchiffreur des hiéroglyphes, il devient conservateur du Louvre et rassemble la première collection égyptienne du musée. Pièce maîtresse de son exposition, un sphinx imposant, en granit rose, que les visiteurs de l'époque admirent comme un rêve d'exotisme absolu. Mais en juillet 1830, une partie de cette exceptionnelle collection égyptienne est pillée. Une nouvelle révolution éclate. Le Louvre et les Tuileries sont de nouveau à feu et à sang. Ces jours-là, on se bat et on enterre les morts au pied de la colonnade. Février 1848, une insurrection secoue Paris. Encore. Vive la Seconde République. Le Louvre est de nouveau au cœur de la vie politique. Un des tout premiers décrets du nouveau régime ordonne son achèvement et le rebaptise Palais du Peuple. Un an plus tard, à la tribune de l'Assemblée, un jeune député conservateur et maire du 8e arrondissement, Victor Hugo, rêve haut et fort. Selon moi, il faudrait compléter la pensée du projet en installant l'Institut dans le Louvre, c'est-à-dire en faisant siéger le Sénat des intelligences au milieu des produits de l'esprit humain. Les visiteurs de toutes les parties du monde accourraient à ce monument, comme à une Mecque de l'intelligence. Vous auriez ainsi transformé le Louvre, je dis plus. Vous n'auriez pas seulement agrandi le palais, vous auriez agrandi l'idée qu'il contenait. Il se trouve que la Deuxième République amène au pouvoir un président qui est un prince-président, Louis-Napoléon, donc un descendant de Napoléon Ier. Ce prince-président va peu à peu transformer la Deuxième République en un empire, donc en un régime autoritaire et personnel. Et il va hériter du projet de la Deuxième République tout en le transformant. Donc il y a cette idée que le Louvre doit être la vitrine de son régime, un manifeste du pouvoir autocratique, et également héberger au Louvre toute une série de services dont a besoin un grand pouvoir, donc des ministères, la police, des écuries. Ce que Napoléon III a en tête, c'est de véritablement construire le grand dessein que Henri IV ou son prédécesseur avait caressé à la fin du XVIe siècle, de mener à bien le projet du grand dessein par la construction de ce qui est aujourd'hui l'aile Richelieu du Louvre et la régularisation de tout l'espace central du palais. C'est l'architecte Visconti qui va proposer à Napoléon III les plans d'achèvement du Louvre. Les travaux commencent très vite et en 1855, non seulement le quartier qui se trouvait entre le Louvre et les Tuileries est totalement démoli, mais le gros œuvre des bâtiments et les toitures sont déjà posées. C'est l'époque où on aménage l'actuelle cour Napoléon, avec donc l'aile Richelieu au nord. On aménage toutes les nouvelles façades le long de la rue de Rivoli, celles qui donnent sur la place du Palais Royal, qui vont permettre de rejoindre, de relier en réalité par le nord les Tuileries à l'aile nord de la cour carrée du Louvre. On aménage à la même époque l'aile de Nonde, dans laquelle se trouve la salle des États avec la Joconde à l'heure actuelle, qui est le symétrique au sud de l'aile Richelieu, qui, elle, donne du côté de la rue de Rivoli. Donc on donne au Louvre
à peu près la structure qu'il a à l'heure actuelle, avec une seule différence, c'est qu'à cette époque-là, la cour, l'espace central, est fermé du côté de l'ouest par le bâtiment des Tuileries. Le projet de l'empereur est un projet fou et l'empereur n'a pas les moyens. Il est obligé de passer un contrat avec un consortium de banquiers qui est piloté par les frères Pereire, qui achètent l'ensemble des terrains et prennent le risque de l'opération à leurs frais. On voulait que le nouveau Louvre soit terminé dans son apparence extérieure pour l'exposition universelle de 1855. Et de ce point de vue, donc, les ouvriers ont été amenés à travailler le dimanche. On a demandé des dérogations à l'église de Paris pour pouvoir autoriser ce travail le dimanche. On leur refuse la présence d'une cantine parce qu'on dit qu'il faut qu'ils restent au travail le plus possible et donc il faut qu'ils s'arrangent, qu'ils mangent directement sur le chantier pour ne pas perdre de temps. Et on a également travaillé la nuit avec visiblement les premiers éclairages électriques pour, dans les périodes les plus importantes, pouvoir avancer les travaux de façon à ce que l'extérieur du Louvre, le gros œuvre, donc la maçonnerie et les couvertures, soient terminés pour 1855. Alors évidemment, un chantier qui avance aussi vite exige une logistique absolument exceptionnelle. Et l'architecte Visconti, puis son successeur, Hector Lefuel, vont vraiment œuvrer à organiser ce chantier. Étant donné l'énorme masse de construction, il faut monopoliser toute la pierre de taille de bonne qualité disponible en région parisienne. Et c'est déjà une opération logistique colossale. Vous aviez des pierres qui venaient par le canal de l'Ourcq. Et donc traversaient la rive droite de Paris. Et les charrois faisaient un tel bruit pendant toute la nuit que les gens ne dormaient pas. Et que le préfet a dû faire des itinéraires A, B, C pour que les gens puissent dormir 2 nuits sur 3. Non mais ça vous dit le rythme d'approvisionnement, c'était un chantier absolument énorme. Donc entre 1854 et 57, c'est un palais nouveau qui se dresse, avec une décoration surabondante sur les façades, des sculpteurs en quantité qui créent partout, des grandes statues, des reliefs, des tympans, enfin c'est extraordinaire. Une fois le nouveau Louvre en gros achevé, on va lancer une seconde tranche qu'on appelle les Nouvelles Tuileries. Ce projet est lancé en 1861 et on va commencer par abattre le pavillon de Flore et toute la moitié ouest de la Grande Galerie pour reconstruire des édifices nouveaux dans des volumes qui ne sont pas fondamentalement différents de ce qui existait sous l'Ancien Régime, mais avec un nouveau type de décor et avec une distribution intérieure beaucoup plus moderne. Le Louvre et les Tuileries sont réunis. Le grand dessein d'Henri IV enfin parachevé. Pas pour longtemps. La défaite de 1870 contre la Prusse provoque le renversement du Second Empire. Le gouvernement s'exile à Versailles, mais le peuple parisien, lui, refuse la capitulation. Il a décidé de résister. C'est la Commune de Paris. Assiégée et affamée, la capitale est prise d'assaut par l'armée versaillaise qui veut soumettre le peuple de Paris. Les combats sont terribles, la répression aussi. Les communards sont vaincus, mais avant de se rendre, les insurgés incendient plusieurs édifices symboliques de l'Ancien Régime. L'hôtel de ville et surtout le palais des Tuileries. L'incendie des Tuileries est très méthodiquement organisé par un personnage qui s'appelle Bergeret. Dans la journée du 23 mai, il fait apporter des barils de poudre qui sont répartis dans le pavillon central et dans les 2 pavillons d'extrémité, le pavillon de Flore, le pavillon de Marsan. Il fait également il fait déverser du pétrole à l'intérieur des appartements, il fait enduire les tentures avec du pétrole et à la nuit tombée, donc il allume l'incendie qui se présente donc comme une sorte de feu de joie nocturne absolument extraordinaire et donc il assiste depuis le Louvre à l'incendie des Tuileries.
Le palais des Tuileries est brûlé, donc il y a des espaces complètement détruits qui vont rester en état de ruines noircies pendant un peu plus de 10 ans, pendant lesquels se passent de très grandes discussions pour savoir ce qu'on va faire de ces ruines. C'est-à-dire si on va les restaurer, les garder ou les faire disparaître complètement. Et à ce moment-là, c'est un meurtre rituel, c'est de détruire le monument qui a symbolisé le pouvoir royal et impérial, au lieu de restaurer, le raser. Contre l'idée de tous les artistes, puisque, par exemple, un personnage comme Gilles Duc a pris fait et cause pour la restauration des Tuileries, sans aucun succès. Les politiques avaient décidé autrement. Ils voulaient faire ce sacrifice, cette sorte de damnation mémorielle. Il fallait vraiment effacer le souvenir de l'Ancien Régime, et le seul moyen était de raser le palais qu'il avait symbolisé. Après avoir rasé les Tuileries, la Troisième République instaure le palais de l'Élysée comme résidence officielle des présidents de la République. Le ministère des Finances, dont le bâtiment a été aussi incendié par les communards, s'installe au Louvre dans l'aile Richelieu. Le musée s'agrandit pour accueillir de nouvelles collections. « 1883. Une imposante sculpture grecque est exposée en haut de l'escalier d'Aru. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. C'est la victoire de Samothrace. Comme la Vénus de Milo, elle deviendra une autre icône du musée. En 1910, la Seine déborde. Paris est inondé par une crue phénoménale. Par miracle, le Louvre est épargné. Mais le musée souffre d'un manque cruel de sécurité. Un vol retentissant va le démontrer. Le 21 août 1911, la nouvelle fait sensation. On a volé la Joconde de Léonard de Vinci. Le tableau ne sera retrouvé que 2 ans plus tard. Sa disparition rocambolesque provoque un scandale énorme et achève de donner à ce chef-d'œuvre acquis par François Ier sa réputation de tableau le plus célèbre et le plus mystérieux de l'histoire de l'art. C'est un ouvrier qui a été au plus près de l'œuvre, qui, quelque temps après, alors qu'il ne travaille plus au sein du musée, décide, un matin très tôt, de franchir les portes du musée et d'aller décrocher le tableau. On mettra plus de 24 heures à découvrir le forfait. Ça aussi qui est incroyable et qui montre la situation difficile du musée à cette époque, puisque ce n'est que le lendemain, à 15 heures, que finalement le vol est déclaré au parquet de Paris par un conservateur. Pendant quelques années, on ne va pas savoir ce qu'est devenu le tableau de la Joconde. Et le tableau de la Joconde va cohabiter avec Vincenzo Perugia dans un intérieur modeste pendant un certain temps. Le vol de la Joconde va être un séisme et on va se rendre compte des difficultés que rencontre le musée. Le directeur du musée est remplacé par un commissaire qui part au plus pressé, qui essaie d'augmenter le nombre de gardiens, de réglementer les sorties et les entrées des visiteurs et des œuvres, mais c'est la guerre de 1914, on a une césure importante et c'est dans les années 20 où vraiment on a une modernisation du musée. Il y a eu un grand mouvement qui est un peu comme le Grand Louvre, qu'on appelle le plan Verne, c'est-à-dire que le directeur des musées a eu l'idée de faire un grand plan de nouvelle mise en place de toutes les collections, en les faisant bouger dans tout le palais. Et il a un plan déjà donnant au Louvre toute la partie nord où était le ministère des Finances, c'est-à-dire en redonnant au musée l'intégralité de la surface du palais. C'est l'idée d'Henri Verne, qui était le grand rénovateur du Louvre dans les années 30, et qui, à ce moment-là, avait espéré pouvoir récupérer les finances. Ça n'a pas marché. Mais qui, déjà, à l'époque, avait pensé qu'il fallait faire l'entrée en sous-sol, là où on a fait la pyramide.
Le plan Verne est né au moment des répercussions de la crise de 29 en Europe et en France, donc la volonté de relancer des travaux d'aménagement, etc. dans le palais, l'électrification du palais, la création des ascenseurs, vraiment la modernisation des équipements, mais aussi l'ouverture nocturne pour les conférences, que les gens puissent venir le soir après le travail, écouter une conférence dans le musée du Louvre, donc l'éclairage de la victoire de Samothrace, on la doit évidemment aux années 30. On a inauguré cette semaine les salles de sculpture du Louvre qui viennent d'être dotées d'un nouveau système d'éclairage. Ainsi, à la faveur d'une lumière remarquablement diffusée, on pourra admirer au cours de visites nocturnes les chefs-d'œuvre de la statuaire antique. Une semaine avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, organise l'évacuation des trésors du Louvre. Si Paris est bombardé, le patrimoine culturel des Français, lui, ne partira pas en fumée. Plus de 4000 œuvres vont ainsi quitter le Louvre en quelques jours. Un exploit minutieusement orchestré. On emporte tout ce qu'on peut emporter. D'abord vers Chambord, qui sert un peu de plaque tournante, et puis on les envoie dans des châteaux qui sont prêtés. Ça veut dire des convois et des convois de camions. Certains d'ailleurs empruntaient la Comédie Française parce qu'ils sont plus grands pour les grandes pièces. Quand ils étaient trop hauts, les employés de l'électricité pour les fils électriques ou des postes pour les fils téléphoniques avaient des espèces de grandes perches pour soulever les fils et permettre aux camions de passer. Il reste très peu d'œuvres au Louvre, finalement. Si bien que quand les Allemands arrivent, ils trouvent des salles vides, complètement vides. Ils sont très déçus, très déçus, heureusement. La Seconde Guerre mondiale a épargné les bâtiments du Louvre. Après la Libération, le musée rapatrie sans encombre les milliers d'œuvres cachées dans tout le pays pendant l'occupation. Au début des années 60, André Malraux, le ministre de la Culture du général de Gaulle, fait ravaler les façades du Louvre. Malraux fait aussi creuser un fossé au pied de la colonnade. Mais ces initiatives sont trop modestes pour réveiller un palais et un musée fatigués. Je connais le musée du Louvre depuis assez longtemps, parce que je suis entré dans le musée quand j'avais une dizaine d'années avec ma grand-mère. C'était à l'époque une bâtisse très vieillotte, assez poussiéreuse. Je me souviens surtout des planchers qui grinçaient sous les pas du gardien. Il fallait être silencieux comme dans une sorte de couvent. Et donc l'impression était terrible, l'impression que l'art était figé et qu'il était réservé à une élite silencieuse. C'était insupportable. Il y avait quelque chose de presque fantomatique dans ce musée. Et donc, je pensais que ces œuvres s'y ennuyaient autant que moi. Dans ma génération, le grand musée de référence d'histoire des civilisations, c'était le British Museum. Enfin voilà. Donc on allait à Londres, on découvrait un musée qui nous paraissait extraordinaire par rapport à notre vieux Louvre, qui était intéressant, mais qui était un peu endormi, quoi. J'étais vraiment depuis longtemps choqué par la présence de ces bagnoles dans la cour Napoléon, ce square pisseux au milieu. Vraiment, ce n'était pas digne du palais des rois, du palais des rois et des empereurs, d'un palais historique. Et je me disais, il faut inventer quelque chose. Bon, François Mitterrand m'avait dit, lorsqu'il m'avait reçu à l'Élysée quelques jours après ma nomination, allez-y, foncez. Donc, je crois que c'est le 26 ou 27 juillet 1981, je lui propose cette aventure du Grand Louvre. Et je crois, expressis verbis, il est écrit dans cette note, objet, le Grand Louvre.
Et je résume d'un mot en lui disant « Et si nous décidions d'affecter la totalité du palais au seul musée et de faire partir le ministère des Finances ?» François Mitterrand annote ma note, et de sa belle écriture, il écrit, je crois, ceci: « Bonne idée, mais difficile à réaliser comme toutes les bonnes idées. » Pour moi, c'était plus qu'un feu orange. C'était on va y aller, mais ce sera une bagarre. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Et de ce fait, j'ai demandé au Premier ministre de prévoir l'installation et la construction du ministère des Finances dans des lieux aussi nobles qu'ils le méritent, mais sans qu'il y ait de confusion excessive entre l'état de fonctionnaire de cette noble maison et les objets d'art qu'il convient de montrer au public. L'annonce surprise de François Mitterrand est un défi. Elle ouvre un gigantesque chantier, mais déclenche par la même occasion une de ces formidables foires d'empoigne politiques et médiatiques dont la France a le secret. Les travaux vont durer 12 ans, de 1981 à 1993. Émile Biasini, un haut fonctionnaire, ancien collaborateur d'André Malraux, est chargé de les mener à bien. C'est tout à fait comme ces grandes demeures où vous pouvez donner des réceptions somptueuses, mais où le drame commence si un convive veut se laver les mains. Il n'y a rien de confortable, rien de pratique, rien d'utilisable dans le musée du Louvre pour qu'il vive comme un vrai musée moderne. Biasini, c'est amusant parce que c'est un homme très fort, avec un gros nez, enfin pas du tout, c'était pas du tout Gérard Philippe. Hein. Donc, mais il était quand même très séduisant. Et à côté de ce côté bulldozer, mot utilisé par Mitterrand pour parler de lui d'ailleurs, il avait une finesse et une intelligence et un charme indiscutables. Et il a compris que cette grande opération difficile, donc il ne pouvait pas la mener comme ça, uniquement avec des techniciens qu'il fallait mettre les conservateurs dans le coup. Et au début, il m'a pris un peu comme témoin pour voir mes réactions, en quelque sorte, qui supposaient celles des autres. Pour dessiner le futur Grand Louvre, François Mitterrand choisit sans concours Yeo Ming Pei, un architecte sino-américain, célèbre entre autres pour sa rénovation réussie du musée de Washington. Début 1984, Pei révèle son projet. We have to give to the new Louvre a center which is reception, which is generous with light and with space. Biasini est venu, a découvert le projet à l'agence Pei dans une salle où il y avait une belle maquette et où Pei a expliqué à Biasini les 2 ou 3 solutions qu'on avait imaginées. Pei a sorti la petite pyramide de verre dans sa poche et il l'a posée à l'emplacement voulu. Et là, Biasini a fait « Oh !» Et là, il lui a dit quelle est la solution que vous préférez? Alors il lui a dit bah, évidemment celle avec la pyramide. Il a dit vous savez ce sera pas facile. Hein. Et bien si, mais je suis d'accord. Et donc la bataille a commencé là. C'était à la fois une bataille culturelle et une bataille politique. Pour gagner la bataille culturelle, il fallait gagner la bataille politique. Dès le mois de septembre, Jacques Chirac tire contre tout ce qui bouge à gauche, au gouvernement ou à la présidence de la République. Il s'apprêtait, d'après mes informations, à publier une déclaration hostile. Chirac ne s'était pas prononcé, mais il a demandé à voir ce que donne l'impression visuelle de la forme de la pyramide. Et je me souviens, c'était un matin, on a monté effectivement des grands filins pour reconstituer la pyramide à son endroit. Alors, nous, on était vraiment, Pei et moi, on avait le même point de vue. Faire la pyramide sans faire la vraie pyramide, c'est-à-dire sans verre, sans surface, ça, c'était pas très parlant. Mais là-dessus, Biasini et le ministre ont dit, discutez pas, on fait. Est-ce que le verre va laisser transparaître, est-ce qu'il va y avoir réflexion, ce qui va être un peu dommage, ou est-ce qu'on va pouvoir éventuellement voir à travers le verre? De nuit, ça va être absolument merveilleux. Oui, bon. Mais que donnera le verre au bout de quelques années? Oui, exactement. Ah, mais on peut tout dire. Saint-Gobain lui-même dit que c'est pas au point, etc. Au moins cet avantage, ça enlève les bagnoles, ça enlève... On enlève les bagnoles, on n'a pas besoin de faire la pyramide. Moi, je conçois bien la pyramide. Les gens
se sont promenés pendant des jours et des jours autour et ont découvert que, ma foi, cette pyramide, ce n'était pas la pyramide de Khéops, qu'on n'allait pas écraser le Louvre. Chirac, à la fin, est venu avec Mme Panafieux, puis il est descendu de voiture devant les câbles tendus. Il a regardé, il a dit « Mais c'est tout petit. mais pourquoi? Mais il n'y a pas de problème. » Les gens de tout Paris, comme on dit, étaient peut-être les plus conservateurs. Et donc, Jacques Lang s'en était rendu compte. Et donc, il nous a demandé de faire un peu un contre-feu dans ce milieu artistique et intellectuel. J'ai reçu comme ça une cinquantaine de personnages extraordinaires, de personnalités extraordinaires. Catherine Deneuve, qui est venue avec Pierre Berger, et qui nous a dit « Je suis prête à faire une interview si vous le jugez utile pour défendre la pyramide. » Elle était formidable. Il y a Pierre Soulages qui est venu. C'est le seul qui a trouvé la pyramide un peu petite. Alors que tout le monde nous disait « Mais il faut la réduire. Patrice Chéreau, qui avait tout compris, rien qu'au vu de la maquette, il m'écoutait plus. Il était dedans, la maquette. Tellement il pigeait le jeu de la lumière, des volumes. C'est vraiment... Enfin voilà, beaucoup de gens. Et puis peut-être le plus étonnant pour moi, ça a été Serge Gainsbourg. Il écoutait, il trouvait ça superbe, puisqu'il dit ça va, c'est bien, ça va les faire chier, les bourgeois, c'est bien. Le projet de pyramide déchaîne les passions. Parmi ses détracteurs, une grande partie de l'opposition politique à François Mitterrand et des défenseurs des monuments historiques. Pour certains, ça allait défigurer évidemment un paysage parisien fondamental, qui est l'histoire de cette enveloppe du Second Empire magnifique, homogène du Louvre. L'introduction de l'escalier mécanique du grand magasin dans un lieu comme le Louvre a été fustigée, bien entendu. Donc ça veut dire qu'on comparait le Palais des Arts, le Temple des Muses, hein, on le comparait effectivement à un grand magasin. Je crois même qu'on a été jusqu'à parler de Disneyland pour le Louvre, dans certaines caricatures. Donc il y a eu un enjeu très fort. Je pense qu'il y avait une telle volonté de faire ce projet que la volonté l'a vraiment emporté sur le sujet, quoi. Puis les polémiques se sont éteintes petit à petit. Enfin, c'était la dose normale pour ce genre de projet, quoi. C'était un palais, il faut en faire un musée. Comment on le fait revivre sans faire de pastiche? C'est-à-dire qu'on n'a pas refait les moulures, on n'a pas refait les faux plafonds à l'ancienne. C'est d'utiliser les matériaux de notre époque dans un lieu qui n'était pas adapté pour ça à l'époque. La grève contemporaine, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est comment, à une époque, redonner vie à un lieu par une intervention qui s'adapte aux réalités d'aujourd'hui. La construction de la pyramide, c'était très important. Que ce soit très soigné, très réussi, les détails de la structure. Le verre, il fallait qu'il n'y ait pas de menuiserie qui apparaisse à l'extérieur, mais à l'époque, c'était nouveau. Et ça avait surtout l'avantage de mettre en valeur la géométrie très rigoureuse de la pyramide. Tout ça a été assez long. Mais enfin, on avait le temps parce que, de toute façon, il fallait faire les fouilles archéologiques. Donc, on ne pouvait pas démarrer le chantier le lendemain. En 1983, les pelleteuses ouvrent les entrailles du Louvre. C'est le début d'une vaste campagne de fouilles qui va durer jusqu'en 1990. Une centaine d'archéologues creusent simultanément la cour Carrée et la cour Napoléon.
Ce chantier archéologique est à ce jour le plus important jamais entrepris à Paris. Alors il y avait 2 équipes au Louvre pour fouiller. Il y avait l'équipe de Michel Fleury et Venceslas Kruta qui fouillaient dans la cour carrée, qui étaient les lames de la commission historique du Vieux-Paris et qui fouillaient un château. Donc il y avait une logique de château avec finalement relativement peu de personnel et finalement des structures relativement simples. Gros châteaux, des gros murs et surtout des fossés dans lesquels ils trouvaient énormément de matériel, dans lesquels on trouvait beaucoup de céramique en particulier, puis des ossements, enfin tout ce qui restait de la vie d'un château. La fouille a mis au jour une série d'objets incroyables liés au séjour de la royauté, et en particulier le fameux casque avec couronne de Charles VI, donc le roi si important des environs de 1400. Et on a pu, en plus, ce qui est assez extraordinaire, le rapprocher d'une mention dans les contes de Charles VI, une mention des contes de l'écurie, qui raconte très précisément, où on voit apparaître cet objet, et le roi rappelle par cet objet extraordinairement luxueux, que c'est lui, évidemment, le maître de la France. De l'autre côté, c'était tout à fait autre chose. C'était d'une part Yves de Quiche et toute son équipe de la conservation régionale de l'Île-de-France, et donc d'énormes équipes avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de personnel. Et là, autre chose, une vie matérielle, un quartier, la vie. Donc c'était une autre logique. Une plus palatiale, plus traditionnelle peut-être, et l'autre au contraire, culture matérielle, grands espaces, autre manière de fouiller aussi. Pour des étudiants en histoire de l'art, le Grand Louvre, ça a été une aventure merveilleuse. Un des mystères, c'était justement que l'urbanisme du 19e siècle avait effacé la complexité de l'emprise du bâtiment dans la ville. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les esplanades, etc., donc on a l'impression d'un bâtiment isolé, alors qu'il était complètement imbriqué dans la ville. Une fois le ventre du Louvre refermé par les archéologues, le chantier peut commencer. Le gouvernement veut aller vite, car les élections législatives de 1986 n'annoncent rien de bon pour la gauche. Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie et des finances, accepte de faire ses cartons et de quitter l'aile Richelieu avant même que le nouveau ministère construit à Bercy ne soit opérationnel. Nous avons tout fait pour créer l'irréversible, l'irrévocable, pour inscrire dans la pierre, dans le sol, partout, des décisions qui ne pourraient pas être remises en cause sous peine de folie ou de mépris total des fonds publics. Donc on a pris toutes les décisions pour que le gouvernement qui allait nous succéder ne puisse plus revenir en arrière. On avait mis les dossiers dans les caisses, tout était prêt, le ministère était quasi parti, en fait il était en cours de déménagement. Coup de tonnerre, changement de majorité, nouveau ministère, Édouard Balladur arrive et lui il dit bah non, moi, je veux récupérer mon ministère et on se réinstalle. Catastrophique si nous n'avons pas Richelieu, parce que le Louvre, c'est comme biologiquement, c'est un corps comme ça, hein? Sans Richelieu et sans bras. Il ne marche pas bien. François Mitterrand en tant que président de la République, moi-même en tant que parlementaire qui continuait à suivre ces sujets, nous avons essayé de ménager M. Balladur parce que nous avions besoin qu'il nous soutienne vis-à-vis de Jacques Chirac sur tous les autres projets. Et je me souviens être allé lui rendre visite au Louvre, rue de Rivoli, dans ce bureau qu'il avait réoccupé. Je lui demandais son appui pour que tous les projets que nous avions engagés soient poursuivis et respectés comme nous avions nous-mêmes suivi et respecté et amplifié même les projets de M. Pompidou ou les projets de M. Giscard d'Estaing. C'est l'honneur de la République, ça. En 1988, François Mitterrand est réélu président de la République. Jack Lang est de nouveau ministre de la Culture. Le 30 mars 1989, ils inaugurent ensemble la pyramide du Louvre. L'objet de tant de controverses illumine ce jour-là les esprits et les cœurs. En juillet, en pleine célébration du bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand reçoit à dîner sous la pyramide les chefs du G7, George Bush père,
Margaret Thatcher et Helmut Kohl sont là. Les polémiques se sont tues. Le succès populaire de la pyramide et du Grand Louvre est immédiat et spectaculaire. I think Louvre has always changed, you know, for 800 years history. Louvre changes all the time. It's destroyed, rebuilt, destroyed, added on, rebuilt. So this is Louvre living with time. Le 18 novembre 1993, l'aile Richelieu, entièrement rénovée, rouvre ses portes. 2 siècles jour pour jour après la première ouverture au public du musée. Tout un symbole. Dans les cours Puget et Marly, les voitures des fonctionnaires des finances ont laissé place aux sculptures françaises. Au premier étage, là où se trouvait le bureau du ministre, des appartements de Napoléon III ont retrouvé tout leur lustre. Un éclair rouge dans la nuit, une faille qui déchire le temps et l'histoire de l'art. C'est une installation de l'artiste français Claude Lévesque. J'intitule mon projet « Sous le plus grand chapiteau du monde ». Bon, c'est un clin d'œil, un peu amusé sur cette position que je peux avoir dans un tel musée, mais aussi sous cette architecture, mais avec après la deuxième partie, dans la base même du palais du Louvre, c'est-à-dire le château. Donc ça m'amusait de jouer sur ces deux polarités sur ce site, quoi. Régulièrement, mais de manière temporaire, le Louvre fait dialoguer ses collections patrimoniales avec la création contemporaine. Mais cela fait longtemps que le palais a eu recours à des artistes vivants pour magnifier de manière pérenne son architecture et ses décors. En 1850, dans la galerie d'Apollon, Delacroix peint la composition centrale du plafond. Un siècle plus tard, Georges Braque décore d'oiseaux celui de la salle Henri II. Dans les années 2000, poursuivant la tradition, Henri Loiret, alors directeur du musée, fait appel à l'Allemand Anselm Kiefer. J'avais déjà visité avec Henri Loiret le Louvre. Il m'a demandé où je voulais mettre une œuvre de moi. Alors on a traversé le Louvre et tout de suite, j'ai trouvé cet endroit fantastique parce que c'est entre les Sumériens et entre les Égyptiens. Alors ça m'a beaucoup plu. Et aussi, il m'a plu que c'est un escalier où on monte, où on descend. Ça je trouvais très bien. Et comme je savais que ça reste pour le prochain 2000 années, alors j'ai pris ça très au sérieux. Les arts modernes, les arts anciens, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque moment de l'histoire, les arts anciens ont été modernes et les arts que nous considérons modernes deviendront anciens. Et donc le temps n'a pas d'importance. Ce qui est magnifique, c'est la force de la création humaine, à quel point la culture est importante dans l'histoire du monde. Elle est plus importante que les habitants qui se sont succédés ici. Quand on a commencé le Louvre, il y avait 2 800 000 visiteurs par an. On nous a dit il faut accueillir 4,5 millions. Et voilà. Bon, ok. Et aujourd'hui, il y a presque 10 millions.
En 30 ans, vous vous rendez compte? C'est fou. C'est fou. Quand je vois les gens qui font la queue devant la pyramide, ils viennent de partout, ils sont de toutes les origines sociales. Certains ne connaissent rien à l'art et ils entrent là peut-être attirés par la pyramide qui est tellement bizarre dans cet endroit. Et il me semble que c'est un monument qui est fait pour les insectes et que les humains seraient comme des insectes attirés par ce musée. On a imaginé que les travaux dans ce musée auraient une fin. Et ça, c'est peut-être c'est une vraie utopie. Parce que ce palais, depuis le début de sa construction au XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été en travaux, toujours. En 2012, le pavillon des arts de l'islam ouvre ses portes dans la cour Visconti. Une construction audacieuse de Mario Bellini et Rudy Ricciotti. La même année, le musée inaugure à Lens un Louvre hors les murs pour conquérir de nouveaux publics. Le Louvre poursuit ainsi ses métamorphoses afin d'accueillir ses millions de visiteurs. Car il fascine, encore et toujours. Tel un livre de pierre, ces murs racontent 1000 ans d'histoire de France. Il abrite aussi le plus grand musée du monde. Ce lieu plein de magie, de mystère, porte en lui la mémoire de l'humanité. Quel autre monument a connu pareil destin? Le Louvre secret, ou le Louvre que j'aime, c'est celui des couchers de soleil, des soirs d'été, c'est celui du tout petit matin. Voilà, donc c'est cette relation un peu intime et poétique avec un bâtiment qui continue de m'émerveiller. On a chacun une relation un peu particulière à ce musée, mais je ne vais pas tout vous dire, non?